Note sur la vie plastique actuelle, 1923. On m'a violemment critiqué en 1918-1919 d'avoir abordé l'élément mécanique comme possibilité plastique. Je tiens à mettre la chose au point, quoique je sois le premier à avoir tiré de cet élément moderne des réalisations picturales, et je n'ai nullement l'intention de prétendre qu'il n'y a plus que cela. L'élément mécanique n'est qu'un moyen et non un but. Je le considère simplement matière première, plastique, comme les éléments d'un paysage ou d'une nature morte. Mais suivant les volontés plastiques individuelles, suivant les besoins qu'un artiste peut avoir de l'élément réel, je pense que l'élément mécanique est extrêmement indiqué pour quiconque cherche l'œuvre d'art d'ampleur et d'intensité. Un tableau, comme je le comprends, qui doit équivaloir et dépasser en beauté le bel objet, ce bel objet industriel, doit être un événement organique, comme l'objet en question, comme toute manifestation intellectuelle humaine réalisée. Toute création plastique humaine est dans le même rapport. Le rapport des volumes, des lignes et des couleurs demande une orchestration et un ordre absolu. Toutes ces valeurs-là sont indiscutablement en puissance et dispersées dans les objets modernes comme aéroplanes, automobiles, machines agricoles, etc. Nous sommes actuellement concurrencés par le bel objet, c'est indéniable. Quelquefois il est plastique, beau en soi, par conséquent inutilisable. On n'a qu'à admirer et se croiser les bras. Il y a aussi un art des devantures qui est étonnant. Certaines des vitrines des magasins sont des spectacles très organisés qui ne sont plus du tout matière première et deviennent inutilisables. Si en poussant les choses aux extrêmes, la majorité des objets fabriqués et des magasins spectacles étaient beaux et plastiques, à chaque fois nous n'aurions plus aucune raison d'être. Il y a un besoin de beauté épars parmi le monde, c'est une question de quantité et de demande. Il s'agit d'y satisfaire. Actuellement, je reconnais que nous sommes encore très utiles comme producteurs. La concurrence de l'objet manufacturé n'est que rarement le beau. C'est la situation actuelle. Mais l'avenir. C'est assez troublant et nouveau comme situation. Je m'efforce personnellement d'en sortir par un procédé plastique qui m'est propre en cherchant l'état d'intensité plastique organisé. Pour cela, j'applique la loi des contrastes qui est éternelle comme moyen d'équivalence à la vie et la seule qui ait permis à des hommes comme Shakespeare et Molière et d'autres de franchir leur époque et d'être dans la durée. Au lieu d'opposer des personnages comiques et tragiques, des états scéniques contraires, j'organise l'opposition des valeurs, des lignes et des courbes contraires. J'oppose des courbes à des droites, des surfaces plates à des formes modelées, des tons locaux purs à des gris nuancés. Ces formes initiales plastiques s'inscrivent sur des éléments objectifs ou non. C'est sans importance pour moi. Ce n'est qu'une question de variété. Là, je pense pouvoir dominer la situation, car j'arrive à un état multiplicatif, que tout objet fabriqué peut difficilement atteindre, n'ayant qu'un but strictement utile. Remarquez qu'en peinture, dans les époques anciennes, il y a des velléités de contraste surtout chez les primitifs. Opposition du personnage à des architectures, Giotto, plus tard chez Poussin. Mais c'est le sujet qui les a fait toucher cette chose. C'est le hasard d'un sujet et non une volonté plastique d'organisation. D'ailleurs, je reconnais que la vie moderne est souvent en état de contraste et facilite le travail. L'exemple le plus fréquent, c'est le panneau réclame dur et sec, couleurs violentes, lettres typographiques, qui coupent un paysage mélodieux. Les fumées molles qui s'élèvent dans un milieu mécanique, sec ou d'architecture moderne produisent aussi un choc de contraste. Tous ces événements sont sujets à peindre. Je suis donc, je pense, très attaché à mon époque par mon procédé. Mais pourquoi ces cris dès que j'ai touché à l'élément mécanique, il y a quelques années? Voyons comment a commencé la peinture.
Je pense qu'on a découvert un ciel bleu, et puis dedans des nuages blancs, et puis au-dessous des arbres, et puis ensuite on a construit des maisons, on a peint les maisons, et puis des routes, avec des poteaux télégraphiques. Tout cela a été peint, et puis l'industrie moderne a créé des machines. Alors pourquoi, à ce moment de l'évolution humaine, viendrait-on dire « Halte là, on n'a pas le droit de peindre cela, d'utiliser cela ». C'est absurde. L'art est subjectif, c'est entendu, mais une subjectivité contrôlée, et qui s'appuie sur une matière première objective, c'est mon opinion absolue. L'œuvre plastique, c'est l'état d'équivoque de ces deux valeurs, le réel et l'imaginé. Trouver l'équilibre entre ces deux pôles-là, là est la difficulté. Mais couper la difficulté en deux et ne prendre que l'un ou l'autre, faire de l'abstrait pur ou de l'imitation, c'est vraiment trop facile. C'est éviter le problème dans son total. La question matière première en art est extrêmement grave. Beaucoup d'artistes se perdent à cause de leur instinct initial qui est faussé et qui les fait se tromper dans le choix de la matière première. La matière première, utilisable, est partout autour de nous. Il s'agit de tomber juste. On ne travaille pas avec des éléments trop ouvragés. La rue moderne, avec ses éléments colorés, ses lettres typographiques, m'a beaucoup servi. Pour moi, c'est matière première. Le douanier Rousseau utilisait fréquemment des photographies et des cartes postales. Les moyens sont partout, c'est question de choix. L'énorme erreur des soi-disant peintres de la Renaissance, des officiels, de l'école des beaux-arts, c'est de courir après le beau sujet. Là est l'erreur capitale qui continue encore et contre laquelle surtout, nous les modernes, nous réagissons. Si un objet, un sujet est beau, il n'est plus matière première, il est valeur plastique, donc inutilisable. On n'a plus qu'à regarder et admirer, il n'est même pas copiable. L'expérience en est faite. Mettez 50 copistes devant le même modèle, dans le même éclairage, et regardez l'exécution. Aucune n'est pareille. Philosophiquement, on en déduit que rien n'existe en soi, que tout est relatif. Le beau sujet est donc condamné irrémédiablement. Ce n'est pas matière première. Nous nous trouvons donc par la force des choses à l'état d'invention et d'équivalence, et là seulement est la raison plastique. Toutes les époques d'invention sont belles, les autres n'existent pas. La subtilité est dans l'état de distinction, car l'état d'invention peut approcher de très près l'état d'imitation. Certains primitifs et tableaux d'Ingres, de David par exemple, sont très près de l'état d'imitation. Là, la difficulté dans la destruction pour l'amateur égale celle du choix dans la matière première pour l'artiste. Nous touchons là au domaine du sensible, nous quittons les sphères intellectuelles, contestables, pour une situation obscure où la critique la plus justifiée, la plus aiguë, n'a plus d'action. Je me réjouis de cela, car c'est une sauvegarde que dans une époque comme la nôtre, aussi aiguë, aussi analyste, elle ne puisse pénétrer arguments et microscopes en main dans ce sanctuaire impénétrable. Cela sauve la vie et lui donne la peine d'être vécue. Car si vraiment un jour, un monstre arrive à nous prédire l'avenir et à nous disséquer un tableau comme un insecte, alors ce sera vraiment ce jour-là la fin du monde. Comme hygiène morale et intellectuelle de la vie, je pense aussi que pour les créateurs, il faut à tout prix éviter les milieux adoucis, bourgeoisie moyenne, aristocratie usée. On n'a rien à prendre, on a tout à perdre, à s'alimenter sur ces gens-là. Le mécanisme de leur existence est basé sur un minimum de vie. Peu d'efforts et de distractions, c'est tout. Ils adorent l'état de paix au mauvais sens du mot. Leurs spectacles et distractions sont toujours assez bien, jamais ou très mal ou très bien. On ne peut vivre dans l'assez bien. Les milieux populaires, avec leur côté rude et dur, tragique et comique, toujours à hypertrophie, sont nos milieux indiqués. Pour ma part, je vis dans ces endroits-là le plus possible, et je m'en trouve bien.